C'était le jour dont je rêvais depuis que j'étais petite fille, en feuilletant des magazines de mariés et en fantasmant sur le mariage parfait. Le jour était enfin arrivé, et alors que je me tenais dans la suite nuptiale, me regardant dans le miroir en pied, mon cœur se gonflait d'excitation et de nervosité. J'étais enveloppée dans une robe ivoire qui épousait délicatement mes courbes, ses motifs de dentelle complexes descendant jusqu'à la traîne fluide. Mon voile était épinglé en arrière, et je me sentais comme si j'étais en train de flotter dans un rêve. Mes demoiselles d'honneur, Clara et Émilie, toutes deux des amies de longue date, s'affairaient autour de moi, m'aidant avec les dernières retouches. « Wow, Sophia, tu es absolument magnifique !» s'exclama Clara, ses yeux s'illuminant alors qu'elle mettait les touches finales à mon maquillage. « Merci, répondis-je en essayant de garder ma voix stable. Je n'arrive pas à croire que ça se passe réellement. » Émilie me tendit avec précaution mon bouquet, un mélange de roses blanches et de gypsophile. Kinsof, mon père entra dans la pièce et ses yeux s'emplirent immédiatement de larmes. « Tu es magnifique, ma chérie. Marque de la chance. Merci, papa, murmurai-je, mes propres yeux embués. Je passai mon bras sous le sien, alors que nous nous préparions à marcher dans l'allée. La musique commença à jouer, le classique Here Comes the Bride. Mon cœur battait la chamade, alors que les portes s'ouvraient, révélant la chapelle élégamment décorée, baignée de lumière des lustres en cristal et des bougies vacillantes. Nos amis et notre famille les plus proches se tournèrent dans leurs sièges pour me regarder, leurs visages rayonnant de sourires et de larmes de joie. Et là, au bout de l'allée, il était élégant dans son smoking noir sur mesure, mais quelque chose n'allait pas. Alors que je glissais vers lui, son expression resta figée, dénuée de l'enthousiasme que j'attendais. Au lieu d'un regard amoureux, je fus confrontée à des yeux qui semblaient lointains, voire un peu troublés. Nous atteignîmes l'hôtel, et je sentis mon père me serrer le bras pour me rassurer avant de le lâcher. Marc prit mes mains, mais son contact était plus froid que je ne l'avais jamais ressenti. « Tout va bien ?» chuchotai-je en le regardant. « C'est juste l'excitation, sauf, répondit-il d'une voix basse. « Juste le trac avant le mariage. Tu sais comment c'est. » Je hoquai la tête, pas convaincue, mais ne voulant pas ternir notre cérémonie avec des doutes. Notre officiante, une femme gentille d'âge moyen nommée Pasteur Lisa, commença à parler, remplissant la chapelle de chaleur et d'amour. Dans la chapelle, nous parlâmes d'amour, d'engagement et des vœux sacrés que nous allions prendre. Cependant, mon esprit était obsédé par le décalage que je ressentais avec Marc. Était-ce juste le trac, ou était-ce le signe de quelque chose de plus profond? Enfin, le moment arriva pour nous de réciter nos vœux. Moi, Sophia, je te prends Marc pour époux pour tenir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, pour le plus riche et pour le plus pauvre, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je mis tout mon amour et mon engagement dans chaque mot, espérant combler le fossé émotionnel entre nous. Marc récita mécaniquement en retour, ne manquant pas un mot, mais n'y ajoutant pas non plus de chaleur. Nous avons échangé des bagues, scellé nos vœux avec un baiser, et nous sommes tournés vers nos proches. Leurs applaudissements ont rempli la pièce, mais n'ont pas pu combler le vide grandissant en moi. Quelque chose n'allait pas, et alors que nous retournions dans l'allée, l'homme à côté de moi me semblait être un étranger, même si je venais de jurer de passer le reste de ma vie avec lui. Au milieu de la célébration, des confettis et des fleurs, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment dérangeant d'avoir commis une erreur monumentale. Mais les bagues ont été échangées, les vœux prononcés et le certificat de mariage signé. C'était censé être le début de notre « ils vécurent heureux pour toujours », mais cela ne ressemblait en rien à un nouveau départ. Après une lune de miel tourbillonnante qui comprenait des couchers de soleil sur la plage et des dîners romantiques dans des restaurants éclairés à la bougie, nous sommes revenus à la réalité de la vie quotidienne. Nous avons emménagé dans ma maison chaleureuse et confortable que j'avais achetée avant de rencontrer Marc. Les premiers jours semblaient presque idylliques. Nous avons déballé nos cadeaux de mariage, les plaçant dans toute la maison pour la remplir de nouveaux souvenirs. Je suis retournée travailler à mon poste prestigieux pendant que Marc était toujours en pleine recherche d'emploi.
Pendant les premières semaines, nous avons pris un rythme confortable. Comment était ta journée? Me demandait-il lorsque j'entrais dans la maison, prenant mon manteau et me donnant un doux baiser sur la joue. Toujours aussi occupé, je répondais, mes yeux fatigués s'illuminant à la vue de lui et de la table à manger dressée pour deux. Nous partageons nos journées autour des repas, regardions des émissions de télévision ensemble et faisions des projets pour les week-ends. Marc parlait souvent avec enthousiasme de ses entretiens d'embauche et de ses opportunités potentielles. Tout semblait parfait, comme un puzzle avec toutes les bonnes pièces. Mais au fil des semaines, j'ai remarqué des changements subtils. Les dîners sont devenus moins fréquents, remplacés par des boîtes à emporter et des restes réchauffés. « Marc, il faut qu'on parle, je dis, ma voix teintée à la fois d'inquiétude et d'irritation. « Oui, à propos de quoi ?» a-t-il répondu en levant les yeux, son regard voilé et sans focus. De ça, ai-je dit en désignant la table basse jonchée de bouteilles d'alcool. « Tu bois beaucoup trop ces derniers temps et tu ne cherches même plus de travail. Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Ah, maintenant tu es ma mère, tu me surveilles, a-t-il rétorqué, ses paroles alcoolisées dégoulinant de sarcasme. Non, je suis ta femme, la femme qui a promis de passer sa vie avec toi. Et si quelque chose ne va pas, on devrait pouvoir en parler. Peut-être que si tu étais moins obsédé par ton travail de luxe, tu te rendrais compte que j'ai mes propres problèmes. » Il a répliqué, sa voix montant en intensité. Je suis restée là stupéfaite. Ce n'était pas le Marc que j'avais épousé. Le Marc que je connaissais était attentionné et ambitieux, plein d'amour et de vie. Jokes, c'était un étranger, bref, un homme paresseux et amer qui noyait ses chagrins dans l'alcool au lieu de les affronter. Ce n'est pas une excuse, Marc, ai-je finalement répondu, ma propre voix tremblante d'émotions contenues. Nous avons tous des problèmes, mais nous ne nous sabordons pas nous-mêmes ou les personnes que nous aimons. C'est pas juste pour aucun de nous. Il m'a fixé du regard pendant un moment avant de reporter son attention sur la télévision, mettant fin à la conversation. Je me suis retirée dans notre chambre, mon esprit tourbillonnant de confusion et de crainte. Comment sommes-nous passés de la félicité des jeunes mariés à cette réalité cauchemardesque? Qu'est-il arrivé au rêve que nous avions tous les deux pour notre vie ensemble? Allongée dans mon lit, regardant le plafond, je ressentais un vide creux m'envahir. Il devenait de plus en plus évident que le rêve que j'avais imaginé se brisait, remplacé par une réalité dure à laquelle je ne m'attendais ni n'étais préparée. Et au fil des jours, cette réalité s'avérait plus dure que je ne l'aurais jamais imaginé. Les semaines suivantes étaient comme marcher sur un fil tendu, chaque jour rempli de la crainte de ce qui allait arriver. Avec la crainte d'une chute imminente, je me suis plongée dans le travail, prenant des projets supplémentaires juste pour rester loin de la maison qui avait commencé à ressembler de plus en plus à un champ de bataille. Pendant ce temps, Marc est devenu un mystère, ses humeurs oscillant de manière imprévisible entre un ressentiment silencieux et des explosions de colère. Un soir, j'ai décidé que j'en avais assez de cette tension. Je suis rentrée plus tôt que d'habitude, les courses à la main, avec l'intention de cuisiner un bon dîner pour nous deux, une petite tentative de combler le fossé qui se creusait entre nous et de nous rappeler à tous les deux des temps plus simples et plus heureux. Marc, je suis rentrée et j'ai appelé en entrant par la porte d'entrée. Pas de réponse. Je l'ai trouvé dans le salon, les yeux rivés sur l'écran de télévision et une autre bouteille d'alcool à ses côtés. Marc, pouvons-nous parler, s'il te plaît? Plautil de dîner. J'ai acheté des ingrédients pour faire des lasagnes. Ton plat préféré, ai-je proposé, ma voix empreinte d'un optimisme prudent. Ah, maintenant tu joues la femme attentionnée. Un peu tard pour ça, tu ne crois pas? A-t-il raillé sans même me regarder? J'ai été prise de court. Je ne comprends pas. Si, je sais qu'il y a une université. Pourquoi agis-tu comme ça? Parce que Sophia, tout n'est pas aussi parfait que tu le voudrais. Tu vas à ton travail prestigieux pendant que je suis coincée ici, sans emploi et sans but. Tu crois que c'est facile pour moi? Sa voix était un mélange caustique d'apitoiement sur soi et d'amertume. Alors fais quelque chose, Marc. Postule à des emplois, sors, rencontre des gens, fais n'importe quoi, plutôt que de rester ici à te noyer dans l'alcool et l'auto-apitoiement, ai-je répliqué.
mes propres frustrations remontant à la surface. Je levais brusquement ma dos en taille. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, Sophia. Et peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de faire semblant de le savoir. Sur ces mots, il a quitté la pièce en trombe, me laissant là, abasourdi et blessé. Je me suis affaissée sur une chaise, les yeux piquants de larmes retenues. Notre mariage était devenu un abîme qui ne cessait de grandir, et peu importe à quel point j'essayais de combler, Marc semblait déterminé à le rendre plus large. J'ai quand même fait les lasagnes, un processus mécanique qui m'a donné un peu de temps pour réfléchir. En superposant les feuilles de pâte, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir aux couches de méfiance et de ressentiment qui s'étaient accumulées entre nous. Quand le plat était dans le four, je me sentais émotionnellement épuisée, réduite à mes éléments les plus basiques, tout comme les ingrédients dans le lasagne. Le dîner était un silence complet. Marc mangeait sans un mot, son visage sans expression. Il n'y avait pas de compliments pour la nourriture. Pour la nourriture, il n'y avait pas de conversation décontractée, seulement le gouffre de silence qui était devenu notre invité non désiré pour le dîner. Cette nuit-là, alors que je me couchais à côté d'un homme qui me semblait maintenant comme un étranger, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Quelque chose devait changer. Quelque chose de radical. Je ne savais pas encore sous quelle forme ce changement prendrait, mais en fermant les yeux, j'ai senti une résolution sombre s'installer en moi. Sans que je le sache, Marc avait des plans à lui. Des plans qui allaient me forcer à vivre une épreuve terrifiante et briser irrémédiablement l'illusion de notre mariage. Mais alors que je m'endormais, tout ce que je ressentais était un étrange sentiment de calme, comme si j'étais debout au bord de cet abîme, prête à sauter dans l'inconnu. La tension avait atteint un point où je me sentais physiquement étouffée dès que je rentrais chez moi. J'avais commencé à compter les minutes pendant mon trajet, chaque seconde me remplissant d'un mélange inquiétant de crainte et de résignation. C'était un vendredi soir quand Marc, de nulle part, a suggéré que nous allions pique-niquer dans les bois le lendemain. L'idée m'a semblé étrange. Nous n'avions rien fait ensemble depuis des mois, encore moins quelque chose d'aussi intime qu'un pique-nique. Vraiment, un pique-nique? Je le regardais avec incrédulité, cherchant sur son visage un indice de ce changement soudain. « Ouais, pourquoi pas ?» a-t-il répondu. « Nous pourrions tous les deux profiter d'un peu d'air frais, tu ne penses pas ?» Il m'a regardé en retour, mais il y avait une qualité méfiante dans ses yeux que je ne pouvais pas déchiffrer. « D'accord, si tu penses que ça nous fera du bien, j'ai accepté, toujours perplexe, mais secrètement plein d'espoir que peut-être ce serait le tournant dont nous avions désespérément besoin. » Le lendemain, nous avons conduit jusqu'à la forêt. L'atmosphère était épaisse de tension, chacun perdu dans ses propres pensées. Je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment croissant de malaise, mais je l'ai mis de côté, me disant que j'étais trop paranoïaque. Nous sommes arrivés à un endroit isolé qui semblait idéal pour un bras pique-nique. Juste au moment où j'ai commencé à ressentir un soupçon d'optimisme, Marc a brusquement arrêté la voiture et a coupé le moteur. « Nous sommes arrivés », a-t-il annoncé, sa voix dénuée d'émotion. Le moment suivant, nous étions à la gorge l'un de l'autre. Le catalyseur était quelque chose de trivial. Je ne me souviens même pas de ce que c'était, mais ça a rapidement dégénéré, alimenté par des mois de ressentiment et de déception refoulés. « Je n'arrive pas à croire que j'ai jamais épousé quelqu'un comme toi », a crié Marc, son visage rouge de colère. « Eh bien, le sentiment est réciproque », ai-je riposté, tout aussi enragé. « Sors » a-t-il soudainement cassé en pointant la porte de la voiture. « Quoi? Sors de la voiture, Sophia. Tu ne peux pas être sérieux. Nous sommes au milieu de la forêt, bon sang. » Je m'en fiche. Source. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Marc avait détaché sa ceinture de sécurité, était sorti de la voiture en trombe et avait ouvert ma porte. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais traînée dehors et me suis retrouvée seule debout alors que la voiture s'éloignait, ses pneus crissant sur le gravier, jusqu'à ce que le son soit avalé par la distance. Je suis restée là, paralysée par l'incrédulité et le choc. Comment en sommes-nous arrivés là? Quel genre d'homme abandonne sa femme au milieu de nulle part? Alors que je faisais un pas en avant pour poursuivre la voiture,
Mon pied a glissé et j'ai dégringolé une pente raide, perdant connaissance en touchant le sol. Quand je me suis réveillée, il faisait nuit. Mon bras me faisait mal, clairement cassé ou au moins gravement blessé. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai trébuché à travers les bois sombres, guidée seulement par la lumière de la lune, filtrant à travers la canopée des arbres. Des heures plus tard, je me suis retrouvée sur une route où un gentil camionneur m'a pris en charge et m'a emmené à l'hôpital. Alors que je m'asseyais dans le camion qui s'éloignait des bois sombres et de la journée épouvantable qui m'avait laissé brisée, physiquement et émotionnellement, je savais une chose avec certitude. J'avais besoin de sortir de cet abîme de mariage, et Marc devrait faire face aux conséquences de ses actes impardonnables. J'étais encore sous le choc et la douleur physique, mais une autre sensation commençait à s'emparer de moi. Un désir brûlant de justice, de récupérer ma dignité, et oui, de vengeance. Et ainsi, alors que je gisais dans le lit d'hôpital cette nuit-là, attendant que les médecins me soignent le bras fracturé, j'ai commencé à planifier. Je savais que le chemin serait difficile, mais j'étais prête. Prête. Marc m'avait poussé dans un abîme, mais il m'avait aussi donné quelque chose de précieux. Une raison de me battre, et je me battrai. J'ai passé une semaine à l'hôpital, soignant mon bras cassé et un cœur rempli d'une nouvelle détermination. Des amis sont venus me voir, offrant leur soutien, et j'ai été touchée par leurs gestes, mais mon esprit était ailleurs, planifiant, élaborant des stratégies et me préparant pour le combat qui m'attendait. La première étape était la plus difficile. Avec mon bras encore dans le plâtre, je suis allée directement au poste de police depuis l'hôpital. Je me sentais vulnérable, accentuée par l'odeur stérile du commissariat et les lumières fluorescentes qui clignotaient au-dessus, mais je savais que je devais le faire. « S'il vous plaît, asseyez-vous, Madame Sophia. » L'officier m'a guidée vers une chaise pendant que je racontais les événements, depuis la détérioration insidieuse de notre mariage jusqu'à l'incident terrifiant dans la forêt. L'officier a écouté attentivement, prenant des notes. Je savais que ce serait ma parole contre celle de Marc, et j'étais déterminée à faire compter ma parole. Donc vous dites qu'il vous a intentionnellement laissé au milieu de nulle part. L'officier a levé les yeux, le scepticisme peignant ses traits. Oui, et je me suis cassé le bras à cause de ça. J'ai les dossiers médicaux et mes médecins sont prêts à témoigner, ai-je affirmé, soutenant son regard. Nous aurons besoin de ça et nous devrons interroger votre mari. Je comprends, ai-je acquiescé, me préparant à ce qui allait se dérouler. Ce soir-là même, Marc a été arrêté. Sa réaction a été celle de la surprise et de l'incrédulité, incapable de comprendre comment sa soi-disant femme soumise avait retourné la situation. « Tu es fou, Sophia? Penses-tu vraiment que quelqu'un te croirait? » Il m'a sifflé dessus quand nous nous sommes croisés à la gare. « Je n'ai pas besoin qu'il me croie, Marc. J'ai des preuves et j'ai la loi de mon côté, » ai-je rétorqué en le regardant droit dans les yeux. Les prochaines semaines ont été un tourbillon de consultations juridiques, d'audiences au tribunal et de nombreuses séances de thérapie. Mes collègues ont été solidaires, offrant de me remplacer lorsque je devais comparaître devant le tribunal. Et alors que la date du procès approchait, je ressentais un mélange de crainte et d'anticipation. J'ai examiné votre dossier, Sophia. Il est solide, mais tout dépendra de votre capacité de présenter. Vous devez faire comprendre à la jury la vérité, m'a conseillé mon avocat lors d'une de nos séances. Et comment je fais ça? Ai-je demandé, en étant honnête mais aussi en étant forte. Vous avez vécu une expérience traumatisante. Le jury doit voir à la fois la vulnérabilité et la force qui découle de survivre à quelque chose comme ça. Alors que je pénétrais dans la salle d'audience le jour du procès, mon cœur battant dans ma poitrine, je pensais à tous les procès qui m'avaient mené à ce moment. Les procès émotionnels d'un mariage qui échoue, le procès physique de survivre à l'épreuve forcée, le procès physique de survivre à l'épreuve de la forêt et les innombrables procès juridiques qui ont pavé la voie pour ce moment. À chaque question posée par les avocats, chaque objection soulevée et chaque déclaration faite, je pouvais sentir le poids des yeux du jury sur moi. Mais je suis restée ferme, racontant mon épreuve avec clarté et conviction. Et puis,
Le jour du jugement est arrivé. Le jury a déclaré Mark coupable, le condamnant à 5 ans de prison pour agression aggravée abandon. Alors que le juge a frappé le marteau marquant la fin du procès et d'un chapitre de ma vie, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de triomphe. J'avais marché sur le fil du rasoir et survécu à l'abîme. Mark allait payer pour ce qu'il avait fait, mais il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de reprendre ma vie et ma dignité. En sortant de la salle d'audience, une femme libre à bien des égards, je savais que le combat pour la survie en avait valu la peine. L'abîme existait toujours, mais je n'étais plus au bord du précipice. J'étais sur un sol solide, prête pour tout ce qui allait suivre. La poussière était retombée, mais mon voyage n'était pas terminé. Voir Mark menotté et écouter une sentence prononcée au tribunal était satisfaisant. Mais c'était aussi le début d'un long et difficile chemin vers la guérison et la justice. Le procès est une étape importante, mais ce n'était pas la fin du jeu. Je devais encore faire face au réseau de mensonges et de tromperies qu'il avait tissé autour de nos vies. Un réseau qui s'étendait au-delà de lui et de moi. Mark avait vidé nos comptes communs, me laissant financièrement démunie. Pendant notre mariage, j'avais également signé la propriété de ma maison à nos deux noms dans un esprit d'unité conjugale. Il pourrait utiliser cela comme une carte de négociation depuis sa cellule, compliquant mon divorce et le partage des biens. J'ai examiné les documents, Sophia. Nous pourrions prétendre que vous avez été forcée d'ajouter son nom à la propriété, surtout compte tenu du schéma de violence. Mon avocate Farmeri Notintikositham. À quel point cet argument est solide devant le tribunal? Je rendais anxieuse à uproot obstacle juridique. Ce n'est pas une garantie, mais étant donné les circonstances et sa récente condamnation, cela renforce votre dossier, a-t-elle répondu. Alors que je discutais de ces options avec Sarah, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Anna, une ancienne amie de collège qui travaillait également dans la cybersécurité. « Salut Sophie, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Si tu as besoin d'aide pour les finances, comme retrouver des comptes ou des actifs cachés, je suis là, lisais-je dans le message. Love d'Anna is our hang under the mied. Sarah, et si nous pouvions prouver que Mark a des actifs cachés, qu'il n'est pas aussi financièrement impuissant qu'il le prétend. Cela pourrait influencer considérablement la division des actifs et peut-être même entraîner d'autres conséquences juridiques pour lui. Mais nous aurions besoin de preuves concrètes. Avec un plan en train de se former dans mon esprit, j'ai quitté le bureau de Sarah et retrouvé Anna. Alors que nous nous sommes assises avec nos ordinateurs portables, des tasses de café à côté de nous, l'atmosphère était épaisse de détermination. Je ne peux rien faire d'illégal, Sophia, mais je peux t'aider à surveiller l'activité. Peut-être que nous pouvons trouver quelque chose d'utile, a précisé Anna avant que nous commencions. Je comprends. J'apprécie ton aide, ai-je dit avec gratitude. Pendant des heures, nous avons passé en revue des dossiers financiers, des transactions et même exploré les coins sombres d'Internet. Finalement, nous sommes tombés sur une série de comptes offshore liés à une société écran. Avec l'expertise d'Anna, nous l'avons retracé jusqu'à Mark. Anna a souri en faisant le lien. Armée de cette nouvelle information, je me sentais puissante. Mark pensait pouvoir manipuler le système à son avantage, même depuis une cellule de prison. Mais il m'avait encore sous-estimé. Tout comme j'avais planifié sa chute juridique, j'étais prête à dévoiler sa tromperie financière. Sarah était extatique lorsque je lui ai présenté les preuves. « C'est de l'or, Sophia », s'est-elle exclamée. Avec ça, nous pouvons non seulement sécuriser tes actifs, mais potentiellement l'accuser de fraude financière. Notre prochaine audience devant le tribunal a été une autre victoire éclatante. La preuve des actifs cachés a fonctionné comme un charme. Le juge a statué en faveur de l'annulation du nom de Mark sur le titre de la maison et de la saisie des comptes offshore en attendant une enquête pour fraude financière. On dirait que les rôles sont inversés, a déclaré Sarah, un sourire triomphant sur le visage alors que nous quittions la salle d'audience. Oui, mais le jeu n'est pas encore terminé, ai-je répondu, les yeux fixés sur l'horizon. Mark était tombé dans son propre piège, celui qu'il avait initialement conçu pour me piéger. Mais la
véritable victoire n'était pas seulement de récupérer ma maison ou d'obtenir justice financière. C'était de planifier mon chemin à travers un labyrinthe de tromperies en émergeant plus forte et plus intelligente. Et ainsi, avec ma maison pour moi seule et la justice rendue, ma phase de complotage a pris fin. Mais mon histoire est loin d'être terminée. Il restait encore à guérir, à trouver la paix et à reconstruire ma vie. Je savais que le voyage qui m'attendait ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à y faire face tête haute. Le tribunal était devenu un champ de bataille familier, ses bancs en bois et ses hauts plafonds témoignant de mon combat pour la justice. Mais cette fois, je n'étais pas là que pour moi. J'étais déterminée à m'assurer que Mark paierait pour l'ensemble de ses transgressions. Nous étions de retour pour une audience différente, axée sur la fraude financière. Mark avait réussi à engager un avocat de la défense, probablement en utilisant l'argent des comptes qu'il était accusé de cacher. Tu continues à pousser ça, Sophie? Sophia, n'en as-tu pas assez fait? Mark a ricana alors que nous attendions l'arrivée du juge. J'arrêterai quand la justice sera pleinement rendue, ai-je rétorqué, le fixant droit dans les yeux. Tu peux pas me toucher. Ils n'ont aucune preuve. Oh, mais je pense qu'ils en ont, et je souris, mes yeux ne quittant jamais les siens. Le juge est entré et la salle s'est tue. Nous avons présenté notre affaire, exposant méticuleusement chaque détail du schéma financier élaboré de Mark. Anna m'avait aidé à recueillir encore plus de preuves, travaillant tard dans la nuit pour s'assurer qu'aucune pierre ne soit laissée sans être retournée. À la lumière des preuves accablantes, ce tribunal déclare le défendeur coupable de fraude financière, a annoncé le juge. La sentence sera écoutée immédiatement. Mark, vous êtes par la présente condamné à 2 ans de prison supplémentaire et ordonné de restituer tous les actifs à Sophia. Alors que le juge a frappé le marteau, j'ai ressenti une vague d'euphorie m'envahir. C'était ça, mon moment de triomphe ultime. J'avais gagné non pas par vengeance, mais par la force de ma volonté, ma résilience et la poursuite inébranlable de la justice. Était ça le prix à payer, Sophia? Mark a grogné alors que les agents se préparaient à l'emmener. Est-ce que ruiner ma vie en valait la peine? Tu as ruiné ta propre vie, Mark, ai-je répondu, ma voix ne tremblant pas. Alors que je sortais du tribunal, mes amis et mes partisans m'entouraient, me couvrant de câlins et de louanges. Mais pour moi, la vraie victoire résidait dans quelque chose de bien plus profond. J'avais repris mon pouvoir, ma dignité et ma vie. Je n'étais plus Sophia. J'étais Sophie la survivante, et ça a été incroyablement libérateur. Mon avocate Sarah est venue vers moi avec un grand sourire. Tu l'as fait, Sophia. Non seulement tu as obtenu justice, mais tu as aussi récupéré ta vie. Merci, Sarah, de m'avoir soutenue, ai-je dit, les larmes de soulagement et de bonheur dans les yeux. C'était un honneur pour moi. Alors, qu'est-ce qui attend Sophia maintenant? Elle a demandé. La reconstruction, ai-je dit, et vivre. L'histoire ne s'est pas terminée avec le marteau du juge ou les regards méprisants de Mark. Elle a continué lorsque je suis sortie du tribunal, la tête haute et l'esprit indompté. La vengeance avait été exercée non pas à travers des complots sournois ou la force brute, mais grâce au pouvoir de la vérité et du système judiciaire. C'était la forme de vengeance la plus satisfaisante, celle qui ne punissait pas seulement Mark, mais qui me libérait aussi. En rentrant chez moi, une maison qui était désormais vraiment la mienne à tous égards, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait mené jusqu'ici. J'avais enduré la douleur, la trahison et le chagrin, mais j'avais aussi trouvé la force, la résilience et un profond sentiment de valeur personnelle. J'avais perdu l'homme que je croyais aimer, mais j'avais aussi trouvé la femme que j'étais vraiment destinée à être. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Peut-être que la justice est encore meilleure, servie avec un côté de liberté retrouvée et un renouveau de l'estime de soi. Et ainsi, en fermant la porte derrière moi, en entrant dans le prochain chapitre de ma vie, je savais une chose avec certitude. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Et cette fois, j'étais l'auteur de mon propre histoire. Eds